Il y a 12 000 ans, tout a changé. Ce jour-là, un homme, quelque part au milieu du croissant fertile, a décidé de jeter une poignée de grains sur le sol, de l'arroser et de veiller dessus jusqu'à ce qu'il pousse de nouveaux épis. Cet homme l'ignorait certainement, mais il a donné le coup d'envoi à ce qu'on a appelé plus tard la révolution néolithique, celle qui a mis fin au statut de chasseur-cueilleur d'Homo sapiens, qui l'a fait se sédentariser, ce qui l'a rendu totalement dépendant aux céréales. Depuis l'an grain, d'autres variétés ont été cultivées pour ensuite se répandre partout sur la planète. Les plantes fourragères ou potagères, en particulier les céréales, ne sont pas que de simples végétaux, ce sont des biens stratégiques qui ont permis aux premiers villages de devenir des villes et aux cités-États de devenir des empires. En 2024, la Terre a offert 2841 millions de tonnes de céréales, soit plus ou moins l'équivalent de 350 kilos par être humain, et plus de la moitié des calories absorbées par l'humanité proviennent du maïs, du blé et du riz. Ces trois espèces comptent pour 90% de la production de céréales du monde. Mais au fil du temps, et avec la libéralisation de l'économie, ce pilier de notre évolution s'est retrouvé livré aux lois d'un marché impitoyable, jusqu'à ce que les agriculteurs et même les autorités gouvernementales en perdent le contrôle. L'avenir des cultures mondiales dépend de plus en plus du secteur privé, et plus précisément de quelques multinationales qui ne se contentent pas d'avoir réussi petit à petit à privatiser le vivant. Elles ont aussi créé un système qui piège les agriculteurs qui acceptent de travailler avec elles, un système si efficace et qui leur a permis de devenir si grosses qu'il est aujourd'hui quasiment impossible de leur échapper, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez. Et il faut absolument que je vous explique comment ça marche parce que vous allez voir, c'est machiavélique. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un sujet inquiétant, vos données personnelles. Au cours de cette année, les données de millions de Français ont été exposées, Pôle emploi, SFR, Free, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en ce moment même, des centaines d'entreprises appelées data brokers vendent vos informations privées. Nom, adresse, numéro de téléphone ou encore historique d'achat. Et quand ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut mener à des usurpations d'identité, des arnaques ciblées ou même du harcèlement. Et c'est là qu'intervient Incogni, notre partenaire qui révolutionne la protection des données. Son service automatisé contacte ces data brokers pour exiger la suppression de vos informations personnelles. Plus besoin de le faire manuellement, ce qui prendrait des centaines d'heures. Incogni s'occupe de tout et continue d'assurer que vos données restent privées. En ce moment, profitez d'une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MoneyRadar. C'est l'occasion idéale de reprendre le contrôle de vos données personnelles. Rendez-vous dans la description pour en profiter. Ils s'appellent Corteva, Syngenta, BASF, Bayer ou Limagrain. Ils sont américains, chinois, allemands ou français. Et à eux seuls, ils fournissent 75% des semences et des produits phytosanitaires utilisés par des agriculteurs situés aux quatre coins de la planète. Dans le milieu, on les désigne par l'expression « grands semenciers », mais c'est réducteur. Ils sont bien plus que ça. D'ailleurs, à la base, ils n'ont même rien à voir avec l'agriculture. Le plus gros d'entre eux, on le connaît bien, accusant 19 milliards d'euros de valorisation boursière et 50 milliards de chiffre d'affaires en 2022, Bayer est un voisin qui a vu le jour en Allemagne en 1863. Au départ, c'est un chimiste qui fabrique des colorants et des médicaments, célèbre par exemple pour la synthèse de l'aspirine en 1897. Bayer n'a aucun lien avec l'agriculture, mais au fil du temps et des guerres, la firme allemande a évolué. Elle s'est fait absorber, elle a été démantelée, puis refondée sur de nouvelles bases avant d'acquérir en 2002 sa première filiale agrochimique, Aventis. En 2016, elle fait beaucoup parler d'elle quand elle s'offre le controversé groupe Monsanto, épuisé par des rafales d'action en justice contre le PCB ou le glyphosate, en tout près de 160 000 litiges. Un an plus tard, Bayer revendra sa branche semence à BASF, un compatriote, qui s'enracine un peu plus sur le marché. BASF n'a rien à voir non plus avec l'agriculture et il doit surtout sa notoriété auprès du grand public à la mise au point d'une production à grande échelle de bandes magnétiques ou de gaz Zyklon pendant la Deuxième Guerre, comme Bayer. Les deux concurrents ont vu le jour quasiment au même moment et ils pratiquent à peu près les mêmes activités. BASF a aussi commencé par travailler sur des colorants dérivés du goudron et sera à son tour absorbé, démembré, reconstruit et étendu pour devenir le premier groupe chimique au monde. Le troisième membre de nos stars de la graine est américain et il s'appelle Corteva. Ce nom parle moins que celui qu'il portait avant, Dupont de Nemours, l'inventeur du banylon, du lycra et de l'obsolescence programmée,
une société fondée aux États-Unis en 1802, au départ, pour fabriquer de la poudre à canon. Face aux puissances occidentales de la semence, la Chine a investi pour développer ChemChina et racheté en 2016 le géant Syngenta. Grâce à cette belle acquisition, elle se classe directement à la 3e place des plus gros semenciers du monde. Syngenta a été fondée en 2000 par deux deux laboratoires pharmaceutiques aussi célèbres que le virus du Covid, Novartis et AstraZeneca. Et pour terminer, il faut ajouter le français Limagrin, propriétaire de Villemorin, une marque bien connue des jardiniers. Aujourd'hui, c'est le premier vendeur de semences en Europe, avec plus de 2,5 milliards d'euros de marchandises écoulées en 2023. Et c'est le seul véritable vendeur de graines, puisque la première boutique a ouvert en 1743. À l'exception d'un seul spécialiste du métier, la moitié de ce que nous mangeons provient de semences vendues par des chimistes et des laboratoires pharmaceutiques. Je vous laisse quelques secondes pour digérer l'info. Évidemment, on comprend bien tout l'intérêt que ces multinationales portent aux semences. La graine, c'est la base de toute agriculture et de notre survie. C'est un produit dont l'humanité entière aura toujours besoin, un marché qui ne connaîtra jamais la crise et dont la demande et les prix sont fondamentalement haussiers tant que notre population continuera d'augmenter. Mais alors, comment ont-ils fait pour s'en emparer ? Et c'est là que ça devient intéressant. D'abord, on va remonter rapidement en 1930 aux États-Unis. Pour encourager l'innovation horticole et le développement de nouvelles variétés de fleurs et de fruits, le Congrès américain vote le Plant Patent Act. Les nouvelles variétés obtenues sont alors protégées par les lois de la propriété intellectuelle via des brevets qui garantissent aux créateurs, devenus des obtenteurs, de pouvoir exploiter commercialement et en exclusivité le fruit de leur travail pendant au moins 17 ans. C'est le début de ce que l'on a appelé la protection de la création variétale. Ainsi, du plus petit jardinier passionné jusqu'à nos géants de la semence, chaque obtenteur est assuré de recevoir des royalties ou des redevances chaque fois qu'un autre jardinier ou qu'un agriculteur voudra cultiver sa variété. Il faudra attendre 1968 pour que l'Europe se construise son propre système, les certificats d'obtention végétale, qui protègent l'exploitation d'une nouvelle variété pendant 25 à 30 ans. Aujourd'hui, 94 États dans le monde ont décidé d'appliquer le même système en signant la convention UPOV en 1991, l'Union pour la protection des obtentions végétales. Les 28 membres de l'Union européenne, mais aussi le Sénégal, le Cameroun, le Pérou, l'Argentine, le Canada, le Brésil et même la Chine. Et donc concerner toute nouvelle variété obtenue par la sélection et le croisement d'autres variétés qui présentent un caractère nouveau, stable et uniforme, plus de rendement ou plus de résistance aux maladies. Jusque-là, pas de problème, que la patience et le travail des obtenteurs soient protégés et récompensés, c'est normal. Mais ce système a abouti à une situation perverse dans laquelle les semences fermières se sont retrouvées plus ou moins interdites dans de nombreux pays. La semence fermière, c'est un système vieux comme l'agriculture. Il s'agit des graines ou des fruits prélevés par l'agriculteur sur sa propre récolte de l'année pour être ressemés l'année suivante sans avoir recours à l'achat de nouvelles semences à chaque nouvelle saison. Avant la révision de la convention UPOV en 1991, les agriculteurs avaient généralement le droit de conserver, de ressemer et d'échanger leurs semences sans restriction majeure, même pour les variétés protégées. À partir de 1991, tout a changé, il a fallu payer. Voilà comment tout a commencé. Ensuite, les semenciers ont amélioré le système et fourni chaque année de nouvelles variétés hybrides ou transgéniques de blé, de maïs, mais aussi de fleurs, de fruits, de légumineuses en tout genre, dotées de nouvelles propriétés, plus résistantes et plus productives, plus gourmandes en produits phytosanitaires et aussi plus chères. Cette stratégie a eu plusieurs effets. Elle a d'abord rendu les agriculteurs dépendants des semenciers, qui, je vous le rappelle, sont aussi des chimistes. Ils n'ont pas seulement amélioré les variétés végétales, ils les ont aussi modelées pour en optimiser la rentabilité. Je parle bien de rentabilité, pas de rendement. Beaucoup de semences sont aujourd'hui stériles. Une récolte ne pourra pas être semée la saison suivante et elles sont aussi spécialement développées pour être utilisées avec les engrais ou les pesticides de la même marque qu'il faut acheter en même temps. La prise de contrôle des champs par l'agro-industrie a encouragé la standardisation et la monoculture, dont les effets sur l'équilibre des sols et la biodiversité sont dramatiques. En Europe, les graines certifiées sont largement majoritaires en grande culture et 75% de l'alimentation mondiale ne provient plus que de 12 types de végétaux et de 5 espèces animales. Ça limite considérablement la diversité génétique et menace les variétés anciennes. Face aux restrictions imposées sur les semences libres, appelées aussi semences conventionnelles, les agriculteurs de nombreux pays se sont tournés vers les semences fertifiées, encouragées par des aides ou des subventions publiques ou privées. Avez-vous entendu parler de la révolution verte de Bill Gates ?
l'opération est un des plus gros programmes de subvention privée à l'agriculture moderne dans le monde. Elle a été lancée en 2006 par la Fondation Gates depuis le Kenya et elle s'est ensuite étendue à d'autres pays africains comme ici, au Zaïre. La Fondation a avancé près de 700 millions de dollars sur un budget qui a dépassé le milliard. Objectif, aider les 33 millions de petites fermes africaines à se fournir en semences, engrais et technologies agricoles pour multiplier leur productivité et résoudre les problèmes de pauvreté et de famine. Une idée grandiose. Eh bien, pas tant que ça. 16 ans plus tard, les semences ne se sont jamais adaptées, les fermiers sont surendettés et l'opération est un fiasco. Pauvre Bill. Le 13 décembre 2022, un vaste groupe paysan panafricain lui a officiellement demandé d'arrêter de vouloir aider l'Afrique, en imposant son modèle agricole centré sur le profit plutôt que sur l'autonomie. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu que des perdants dans cette histoire. 3 partenaires de l'Alliance pour la Révolution verte africaine, ou AGRA, fondée par Bill, ont bien profité de l'opération. Il s'agit de Nestlé, Syngenta et Bayer, qui se sont vus offrir le continent entier sur un plateau pendant 15 ans, un continent très dépendant de sa production agricole, affamé de semences et de produits chimiques. Et rassurez-vous, dans cette histoire, Bill n'a rien perdu non plus, puisque l'argent s'est finalement retrouvé dans la caisse de sociétés ou de partenaires de ces sociétés, dont sa fondation était actionnaire à l'époque. Un cercle très vertueux pour les affaires, moins pour les Africains. À ce niveau, c'est presque de l'art. Mais il y a encore mieux, et encore plus grand. Les licences. Désormais, le prix de chaque sac de farine ou de maïs, chaque kilo de pommes de terre, de concombre ou d'avoine tient compte d'une part qui revient à l'obtenteur, au propriétaire du brevet ou du COV. Mais à côté, des licences s'affichent désormais sur quasiment tous les produits agricoles avec des blés qui portent des noms comme Prestance, Addiction ou Extase, des pommes Pink Lady et des kiwis Esprit, des pommes de terre Princesse, du seigle Protector ou Turbo Green ou du maïs Pionnière. Quand un produit agricole porte un nom, derrière, il y a une licence. Un droit d'exploiter le nom, une invention du marketing et qui n'existait quasiment pas en agriculture il y a 30 ans. Cette licence, c'est vous, consommateur final, qui l'a payée. Par exemple, de 12 à 15 centimes d'euros sur un kilo de pommes Pink Lady. Et tout ça, c'est pour le plus grand bonheur des véritables propriétaires de ce que vous mangez. Et devinez quoi ? Ce sont toujours les mêmes. Limagrain n'est pas coté en bourse. Comme le breton Triskalia, c'est une coopérative agricole française. Et Syngenta appartient en totalité à une entreprise chinoise et publique, ChemChina, depuis 2017. Quant aux 3 autres, BASF, Bayer et Corteva, ex-Dupont de Nemours, 60% de la production de semences certifiées dans le monde, ils appartiennent à la finance, celle avec un grand F, celle dont les membres s'appellent Vanguard, BlackRock, State Street, la Norges Bank ou encore le Fonds souverain de Singapour. 30% de Corteva sont détenus par 5 grands fonds américains et ils sont 11 fonds du monde entier, dont Amundi et Lyxor, à se partager 20% de Bayer. Malheureusement, ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Le modèle agricole proposé par les semenciers est le même que celui de Bill Gates et de l'AGRA, un modèle qui passe par la privatisation du vivant et se concentre sur le profit plutôt que sur le renfort de l'autonomie alimentaire d'une région. Quand vous pensez nutrition, vitamines ou santé, eux pensent bénéfices, retour sur investissement et dividendes. Et on le sait, les deux ne sont pas compatibles. Normalement, ils le savent aussi. Rappelez-vous, à la base, ce sont des chimistes et des laboratoires pharmaceutiques. Faire des affaires tout en préservant l'intérêt général, c'est pas tous les jours facile. Et ça se voit. Si, comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, le premier désherbant qui donne envie de désherber. On sait que Monsanto a menti sans problème au grand public et au monde agricole pendant des décennies, avec son perturbateur endocrinien génotoxique et cancérigène, un mensonge qui aura coûté près de 10 milliards de dollars à Bayer en frais de justice et dédommagement aux victimes. On sait aussi que BASF a dû payer plusieurs centaines de millions de dollars pour le dicamba, un herbicide volatile qui détruit toute culture environnante là où il est pulvérisé. On sait enfin que les agrochimistes tirent un tiers de leurs revenus de leurs produits chimiques, tels que les tristement célèbres néonicotinoïdes, responsables de la disparition dramatique des pollinisateurs, interdits en Europe, mais toujours exportés au Brésil. Ce qu'on sait moins, c'est que leur puissance financière leur permet de se faire entendre bien mieux que n'importe quel agriculteur ou n'importe quel consommateur. Ils savent comment s'y prendre pour signer de gros contrats ou faire pression sur la réglementation en murmurant directement à l'oreille des puissants. Plusieurs groupements nationaux ou internationaux exercent d'intenses activités de lobbying auprès des gouvernements, par exemple pour étendre la protection du COV ou pour assouplir les normes phytosanitaires,
comme BASF ou Bayer qui se sont battus pour freiner la réglementation sur les OGM ou s'opposer à l'interdiction d'intrants chimiques comme le glyphosate en Europe. Entre 9 et 12 millions d'euros par an sont dépensés en actions de lobbying par l'agro-industrie auprès de l'Union européenne et plus d'un demi-milliard de dollars depuis 2019 aux États-Unis. En France, la FNSEA entretient des liens importants avec le milieu des semenciers et défend souvent les intérêts de l'agrochimie auprès du pouvoir, comme en 2017 quand l'Europe a lancé le Pacte vert. Enfin, en novembre 2023, devinez qui a soufflé à la Commission européenne la bonne idée d'autoriser à nouveau l'utilisation du glyphosate jusqu'en 2033 ? Pour le moment, les semenciers contrôlent un peu moins de 30% de toutes les semences produites dans le monde selon les estimations, contre plus ou moins 10% dans les années 80. Alors, semenciers, agrochimistes, agro-industriels, agrotech, appelez-les comme bon vous semble, mais retenez surtout que les leaders ont atteint une taille critique. Ils se sont si bien intégrés dans le système agricole, sous le regard bienveillant du pouvoir politique, qu'ils dominent définitivement les débats et qu'il est devenu quasiment impossible de les arrêter. Dans un monde où tout est remis en question par les changements de rapports de force internationaux, par l'évolution de la démographie et par les conditions météo de plus en plus extrêmes, les autorités partout dans le monde ont plus que jamais besoin de savoir que quoi qu'il se passe, les populations pourront manger. L'agro-industrie tente de les convaincre que son modèle est le plus à même de remplir cette mission. Dans un tel contexte, les propriétaires du vivant, qui sont aussi ceux qui nous empoisonnent d'un côté pour nous soigner de l'autre, ont encore de beaux jours devant eux. Comme nous sommes sur Money Radar et que j'ai l'habitude de finir sur quelques infos destinées aux investisseurs, je ne dérogerai pas. Mais après avoir vu cette vidéo, vous savez qu'investir dans l'agro-industrie ne s'analyse pas seulement en termes de rentabilité, mais aussi en termes d'éthique. Néanmoins, si le secteur vous intéresse, il existe plusieurs ETF comme le VanEck Agribusiness ou le iShares MSCI Global Agriculture Producers, mais leur performance, moins 40% pour l'un et moins 26% pour l'autre, en un peu moins de 3 ans, devrait finir de vous convaincre d'aller investir ailleurs. Malgré leur pouvoir, les géants agrochimiques sont soumis aux lois du marché et en ce moment, l'environnement leur est plutôt défavorable. Ralentissement économique mondial, transition environnementale et tension commerciale avec le retour de Donald Trump, voilà comment s'annonce cette saison 2025, ce n'est pas un bon plan. Mais je suis à l'écoute de vos arguments. Je suis curieuse de savoir si vous croyez au modèle de l'agro-industrie et je prends aussi toutes les opinions plus nuancées. Pour ça, rendez-vous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si elle vous a plu, laissez-moi un like et partagez-la. Et n'oubliez pas, pour protéger vos données personnelles contre les fuites et les reventes d'informations, pensez à Incogni. Son service automatisé nettoie et protège vos informations privées des data brokers. Profitez de 60% de réduction avec le code Money Radar. Le lien est aussi en description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.